Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, face à face, un nouveau numéro. Je reçois le professeur Voto, avec qui nous allons parler de 2 ou 3 sujets principaux. La question de la CENI, qui serait mal partie pour les uns, imprudence du gouvernement pour les autres. Un autre sujet sur le conflit entre l'IGF et le portefeuille. Et on terminera certainement avec la question de l'état des sièges. Quel est le remède qu'il faut ? Quel remède pour arrêter finalement cette histoire? Mais c'est vrai, si on a le temps, on pourra aussi parler des états généraux de la presse, étant donné que je reçois un directeur de médias, mais surtout professeur des universités, où il enseigne en réalité à l'UFASIC, où on nous parle que de la communication et du journalisme. On en parle avec le professeur Voto. Comment allez-vous, cher professeur? Ça va bien, ça va très bien. À quand la dernière tribune? C'était quand déjà? Ouais, ça fait longtemps. Un peu, enfin, juin de l'année dernière, j'ai eu quelques soucis de santé. Oui. J'ai rebondi avec une tribune, mais je suis en train de me remettre petit à petit. Alors, mes tribunes de Voto, c'était pour nous des véritables cahiers, je veux dire, de récupération. On lisait les tribunes pour finalement ficeler notre argumentaire, mais depuis, on est orphelin. Ben, je suis en train de revenir, mais je suis aussi sur un dossier important, Oui. puisque vous me poussez, je dois justifier mon silence. C'est que je travaille sur un film, je travaille sur Un autre film. un autre film sur Kisangani. C'était une tribune mais que je suis en train d'alimenter pour en faire un film documentaire. Je suis en train de parcourir la vie de tous ces leaders, ces héros que Kisangani nous a donnés. Toute une liste. Ah, il y en a beaucoup? Beaucoup. Lumumba. Comment ça, Lumumba Kisangani? Mais Lumumba, c'est Kisangani. Comment ça, Lumumba, c'était On là? ne peut pas parler de Lumumba sans Kisangani. Lumumba, c'est le leader. Si chacun a son fief, le fief de Lumumba, c'est Kisangani. Oh, mais c'est pas Tété là? Non. Non, Lumumba n'a rien à voir avec les Kassai. Il était là, mais politiquement, il n'a rien à voir avec les Kassai. Ah, politiquement? Ouais. Ah, parce qu'il a fait son parcours à Kisangani. Ouais, il a commencé à Kisangani. Il a commencé là-bas. Est-ce qu'il a commencé de la politique là-bas aussi? La politique là-bas. Et il aurait voulu finir là-bas. C'est sur la route de Kisangani qu'il a été arrêté. Oh. Kisangani, donc il y a Lumumba, Gizenga, Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc il parlait Swahili? Certainement, certainement. Mais comment vous dites Gizenga? Mais Gizenga, c'est pas Bandundu? Gizenga était président de la République à Kisangani. Ah, mais alors, ça c'est sérieux, mais c'est quand? Ouais, 61. Quand Lumumba quitte Kinshasa pour aller à Kisangani, c'était pour suivre Gizenga, qui était déjà président de la République là-bas. Donc Kisangani a déjà été une république. Ouais. Ok. Ouais. Bah, alors, reconnu par au moins une vingtaine de pays dans le monde. Mais c'est très important pour les jeunes gens. Voilà, donc je raconte cette histoire-là, l'histoire de Mouzé. Musée aussi Kisangani. C'est Kisangani qui a déterminé l'arrivée de Mouzé à Kinshasa. C'est Kisangani qu'on a dit, on descend à Kinshasa. Je parle de Joseph Kabila. C'est la première fois qu'on a vu Joseph devant la caméra, c'est Kisangani. Jean-Pierre Bemba, Ondekane, Tango Fort, Mosengo, la liste est très longue. Et parlons pour Kabila le père, mais c'est là qu'il s'est proclamé président de la République, on dirait. Non, non. C'est là où vraiment ça a tourné, parce que là, c'était le verrou. Où Kengo dit Kisangani ne tombera jamais. Et Kisangani tomba. Et tout a changé. Et moi, j'aime bien quand vous racontez l'histoire. C'est un peu comme si on était en train de vivre, Voilà. de vivre la scène, mais c'est fabuleux. Mais alors, donc ça sort quand déjà, les livres? Non, non, on est en cours, on est dans l'écriture, on est dans le contact, parce que un film, ça coûte cher. Oui. Je ne voudrais plus financer un film, et prendre mon maigre salaire, je suis en train de chercher des opportunités. Ben, c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est très bien parce que là, c'est des histoires. On voit Kisangani un peu, on reconnaît Kisangani dans le poisson, on connaît Kisangani avec ses belles femmes. Mais là, vous nous parlez d'une histoire aussi riche en politique. Je dis, Kisangani, c'est le Congo en miniature.
c'est vraiment le Congo en miniature. C'est la ville de la jonction entre les Swahili et les Lingala. C'est la ville de la cohabitation entre les musulmans et les chrétiens. C'est la ville qui a tout donné au Congo. Très bien. Parlons actualité maintenant. Professeur, guéguerre entre la CENI et le gouvernement. La CENI, qui est censée organiser les élections, estime qu'elle n'avait pas de financement jusqu'au vendredi 11 février. Les journalistes ont posé la question à Denis Kadima et Denis Kadima a dit que pendant qu'on est en train de tourner l'émission, je n'ai pas encore reçu de l'argent et donc le gouvernement n'a pas encore donné. Mais l'émission va être diffusée à 20 h et donc il se passe beaucoup de choses entre 12 h et 20 h. Et que le gouvernement, le ministre des Finances, lui, à son tour, dit on a donné de l'argent et même pour les opérations électorales, il parle de la surfacturation. On dit que finalement le ministre accuse la CENI de la surfacturation. Comment voyez-vous cet incident? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'était opportun d'aller sur ce terrain-là? Ben, c'est que vous ne dites pas que c'est vous avez participé à cette édition, la première sortie, la première grande sortie médiatique du président de la CENI. Ça valait la peine. Le président de la CENI, c'est lui le grand communicateur de la CENI, même si on est rapporteur, c'est lui qui a toutes les informations. Ben, ce que vous ne dites pas, c'est que vous, l'équipe, la grande équipe de la presse qui l'a reçu, l'a poussé à la faute. À quelle faute? Vous l'avez poussé à la faute. Je suis vu comment vous avez cherché la petite bête. Comment Thierry Kambound est revenu sur la même question, le même sujet au moins 3 fois. Et finalement, moi je dis, il a commis une faute d'apprenti. Je crois qu'il regrette cette sortie. Mais comment et pourquoi? Parce que moi j'ai suivi votre émission, l'impression que ça donne après l'émission, avant la sortie du ministre, que le gouvernement n'était pas soit de bonne foi ou soit pas capable d'assurer le financement des élections. Et la dernière question à laquelle il a répondu, c'est de Lusa Kweno. À quand vous nous direz que le gouvernement n'a pas donné l'argent et qu'on ne peut pas aller aux élections et qu'on va aller au glissement? Vous voyez, c'est cette image-là qui est restée. Et donc, je crois que le gouvernement s'est senti responsabilisé et le ministre des Finances, qui est le technicien en la matière, a pris la responsabilité d'aller donner l'information selon sa version. Mais est-ce que c'est de nature à crédibiliser finalement le processus? Est-ce que ça ne pouvait pas se passer autrement? Par exemple, le ministre des Finances informe au directeur, au Premier ministre, le Premier ministre appelle le directeur, le monsieur de la CENI pour dire on vous a envoyé l'argent le 11, mais vous étiez certainement en train de présenter l'émission. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un communiqué pour finalement dire au peuple congolais que vous avez reçu l'argent, ou faire une nouvelle émission pour dire que vous avez maintenant reçu l'argent, voilà comment les programmes vont s'établir? On n'aurait pas eu tout ça. Ouais, vous avez raison, mais malheureusement, vous avez en face des politiques. Oui. Pour ne pas dire des politiciens qui jouent sur leur image, ils se sont sentis offusqués, et bon, ils ont voulu donner l'information. Mais moi, ça ne me gêne pas. Moi, au contraire, je dis que c'était un bon incident qui peut nous obliger maintenant, parce que c'est allé plus loin, hein, c'est allé jusqu'aux missions de l'IGF. Et donc, je crois que c'est une bonne chose pour la transparence. Est-ce que ce n'est pas une maladresse finalement? Non, pas du tout. Je crois que ce pays a besoin de transparence. Moi, après ce qu'on a connu avec Nanga, avec ce qu'on a connu avec Basengezi, qui sont devenus multimillionnaires, je crois personne n'a besoin de créer encore de multimillionnaires à la CENI. L'argent de la CENI, c'est pour organiser les élections et non pour enrichir les gens. Oui, mais alors, comment vous allez savoir? C'est quoi la frontière entre enrichir les gens et organiser les élections? Non, vous êtes journaliste, vous savez tout ce qu'on a reproché à Nanga. Des millions de dollars, des surfacturations, de machines comment on dit ça? Machines à voter. Voilà. Vous voulez dire machines à voler. Comme Nanga. Je ne vais pas répondre comme Nanga, machine à voler. Machine à voter, donc, mais malheureusement, il n'y a jamais eu. Pendant que l'Occident, les États-Unis disent, il y a eu surfacturation, ces machines-là, les 150 millions de dollars, là, ça ne valait pas la peine, mais le procureur général au Congo dit, montrez les preuves. Ça, c'est le monde à l'envers. Non, mais comment ça, monde à l'envers, cher professeur? Les preuves, c'est la seule alimentation du droit. Les États-Unis ne constituent pas la preuve. Non, mais quand les États-Unis disent qu'il y a surfacturation. Mais qu'ils prouvent. Non, mais ça ne vous intrigue pas. Mais attendez, professeur, si la Chine dit qu'on a surfacturé, ça va nous intriguer? La bonne des choses, c'est de diriger une mission.
Mais peut-être ça. Là, c'est la moindre des choses. Ouais, peut-être ça. Il n'a jamais eu une mission sur ça. Il n'a jamais eu enquête. Ça ne choque personne. L'extérieur vous dit non, faites attention là-bas, il y a surfacturation, tout ça. Mais nous, non, pourquoi vous dites surfacturation? Prouvez. Ce n'est pas aux États-Unis de prouver, c'est vous d'aller voir la comptabilité de la CENI. Non, mais c'est celui qui allègue les faits, d'apporter des preuves. Mais on ne va pas rester là, est-ce professeur. que vraiment c'est un problème qu'il y ait une mission d'enquête? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une mission, sinon s'il n'y a pas de mission, c'est que vous cautionnez. Mais à l'instant actuel, la CENI vient de se battre d'abord pour créer sa crédibilité, pour avoir ce semblant de consensus. Ouais. Mais à peine qu'il sort la tête sur l'eau, à la surface, pardon, vous arrivez avec un autre élément, comme quoi il y a surfacturation. Bon, supposons même que l'affaire était à ce niveau-là. On dit que le gouvernement n'a pas payé l'argent, n'a pas donné l'argent. Mais comment on ouvre un autre dossier de la surfacturation qui n'a rien à voir avec la question principale des financements des élections? C'est là aussi que les gens ne comprennent pas. C'est global. C'est pourquoi, moi, je vous ai dit ici que, à l'époque, lorsqu'on dit, semble même la loi qui prétend que le président de la CENI doit être un expert des élections. Moi, j'ai dit non. C'est faux, ce débat-là qu'on a eu pendant toutes ces années. Le président de la CENI, c'est pas lui qui compte le bulletin de vote. C'est pas lui qui fait la comptabilité de vote, de bulletin de vote. En quoi un expert en élection est bon pour être président de la CENI? Le président de la CENI, c'est un diplomate. Le président de la CENI, c'est un manager. Le président de la CENI, il doit avoir un contour politique. C'est un communicateur, voilà. Parce que c'est lui le premier communicateur de l'institution. Mais il doit quand même savoir comment ça fonctionne. Bien sûr, mais sinon... c'est pas le premier rôle. Il y a un secrétaire exécutif qui doit être un technicien rompu. Il y a des directeurs qui font le travail. Il y a les secrétaires, voilà. Les scènes. Voilà. Les scènes, et puis il y a les scènes. Voilà, c'est eux qui font le travail. Moi, parfois, je choque. Vous savez que, normalement, un ministre, entre guillemets, ne travaille pas. Un bon ministre ne travaille pas. Le modèle, c'est Kengo Wadondo. Kengo ne travaille pas. Il ne travaillait pas. Les résultats, on sait. Voilà. Les résultats, on sait. Non, mais de tous les ministres qu'on a eu, de tous les présidents de Sénat qu'on a eu, Kengo reste un grand monsieur. Pourquoi? Oui, mais... Parce que, je dis ceci, je ne parle pas de résultats, mais je dis pas du fonctionnement. C'est-à-dire qu'un bon décideur, c'est celui qui s'entoure de bons conseillers. Ce sont les conseillers qui font le travail. Lui, il est là seulement pour valider, pour comprendre et expliquer. Et c'est ça le rôle du président de la CENI. Ça doit être un bon communicateur pour l'image de la CENI, pour nous faire comprendre, pour nous rassurer. Ça doit être un bon diplomate pour vendre la CENI, chercher de financement. Ça doit être un bon manager pour bien gérer la CENI financièrement. Oui, mais qu'est-ce que la surfacturation est venue faire dans ces dossiers? Mais quand je dis qu'il doit être un bon manager, si déjà on suppose que d'abord, le ministre dit que le véhicule qu'ils ont commandé, ce n'est pas la catégorie de véhicule qui leur est due. Ils ont pris les top de top. Oui, mais en tant que qui? Mais non, arrêtons-nous un peu, le professeur. Prenons cet aspect-là. De quel droit le ministre, lui, peut décider des véhicules qui correspondent à la CENI? De quel droit? Non, mais c'est lui qui achète. Non, mais attendez. C'est celui qui achète. Mais donc, c'est lui qui détermine, c'est lui qui décide que ça va être des Ford, ça ne sera pas de Toyota, ça sera des 4x4, ça ne sera pas de ça. C'est lui qui décide de ça. Non, c'est-à-dire que lui, en tant que celui qui paye pour tout le monde, il connaît les catégories de véhicules, c'est les catégories de fonction. Ça fonctionne comme ça. Vous savez, par exemple, l'Assemblée nationale, il y a une catégorie de véhicules pour les présidents, les membres du bureau. Voyez-vous? Oui. Il y a une catégorie de véhicules pour les députés, par exemple. Ouais, c'est la fonction. Le véhicule, ça va avec la fonction. Le pouvoir, c'est le véhicule. Le pouvoir, c'est le bureau. Le pouvoir, c'est le fauteuil du ministre. Il y a une catégorie de véhicules pour le ministre. Il y a une catégorie de véhicules pour le premier ministre. Il y a une catégorie de véhicules pour le président. Voyez-vous? Alors, si je ne sais pas quel type de véhicule ils ont commandé. Oui, ça, il aurait pu nous dire. Voilà. Mais parce que vous parlez de transparence. Et même là. Il aurait pu nous dire. Et même là. Mais là, on a vu un ministre qui sort un peu comme si c'était l'argent. Un peu, c'était comme lui, les chefs. Il parle, il décide. Non. C'est compliqué. Ça fonctionne comme ça. Mais c'est la première fois, quand même, au Congo, qu'un ministre des Finances s'attaque à la CENI. On a vécu 3 cycles électoraux. Parce que c'était mal organisé. Non, mais je crois que moi, Mais non, c'est organisé. Moi, je l'encourage. Non, je dis, c'était mal organisé, les 3 premiers cycles. Oui. C'était mal organisé, on a perdu beaucoup d'argent. Oui. C'est vraiment insolent qu'on dise qu'on organise des élections, alors que vous avez un budget, à l'époque, de moins de 5 milliards de dollars, mais vous consacrez pratiquement 1 milliard de dollars dans les élections. Les élections ne sont pas une fin en soi. Ah, mais dites ça aux opposants. Les élections ne sont pas une fin en soi. Dites ça à la communauté internationale. C'est le développement. Dites ça au peuple congolais. Il y a des pays
qui sont allés vers le gouvernement sans passer par les élections. Donc, il ne faut pas mettre tout dans les élections alors que les gens sont dans la misère. Mais vous serez, Et donc, vous s'il y a serez un peu le d'argent premier. qu'on doit mettre dans les élections, il faut quand même qu'il soit transparent. Mais cher professeur, vous serez le premier à critiquer le gouvernement si on ne donne pas l'argent pour organiser les élections. Oui, bien Vous sûr. serez le premier, la communauté internationale allait être la première à sortir tous les Français du monde pour condamner tout ça. Ouais. Maintenant, après, vous dites que ce n'est pas une fin en soi. Vous voulez organiser les élections, on vous dit, parce que vous n'avez pas de référentiel, pour organiser les élections, il faut 1 milliard de dollars, ben alors c'est à prendre ou à laisser. Mais est-ce que c'est réaliste? Ben, pas du tout. Je partage votre point de vue, professeur. Mais la réalité veut que ça soit ainsi. Non, mais je ne comprends pas quand on veut demander seulement qu'on voit plus clair, Oui. qu'on ait la transparence, ça choque les gens. Mais je ne comprends pas. Ça choque qui? Non, mais c'est ça. Pourquoi la polémique autour de ça? Le ministre des Finances voit bien. Vous savez, quand un ministre des Finances, je suppose, sans qu'il a été indexé par les médias et qu'il doit venir pour donner sa version des faits, naturellement, il consulte ses services, on lui donne les chiffres. Oui, Et mais- je crois que les chiffres qu'il a, pas il donne les chiffres, il avait un papier devant lui. Oui, mais ce papier-là, maintenant, Voilà. maintenant, pourquoi il y a contradiction maintenant? Le problème, il est là. Le rapporteur de la CENI dit qu'il n'y a jamais eu un seul rond pour les opérations électorales. Le ministre dit qu'il y a eu effectivement l'argent pour les opérations électorales. Le rapporteur dit, Madame rapporteur dit, il n'y a pas eu argent pour opération électorale. Par contre, c'était pour le fonctionnement de la CENI. Le ministre l'a dit. Il a dit qu'il y a eu l'argent pour le fonctionnement, il y a eu l'argent pour telle rubrique, mais aussi minime pour les opérations. Ah, mais pourquoi le rapporteur dit qu'il n'y a pas eu ça? Non, mais voilà Mais qui a pourquoi- raison, qui a tort? mais voilà pourquoi l'IGF devrait s'en mêler. Mais qu'est-ce Ça que devrait l'IGF pas vient choquer faire les dedans? Ça devrait... Non, mais pourquoi mais les audits, c'est quelque chose de normal. Ah, maintenant, il faut auditer la CENI par l'IGF. Et alors? Est-ce que c'est Mais c'est l'argent de l'État. Mais est-ce que c'est réglementaire? Oui. Oui que c'est réglementaire. Alors, moi, j'évite d'avancer sur ce terrain parce que je ne connais pas. Je n'ai pas, C'est je n'ai réglementaire. pas de référentiel pour aller dans ce sens-là. C'est réglementaire. Je crains que ça ne soit pas Il y a réglementaire. plusieurs mécanismes Oui. de contrôle. Voilà, Que ce soit par exemple. Déjà vous, là, les médias, c'est un mécanisme de Oui. contrôle, de transparence. Il y a l'Assemblée nationale, mais il y a l'IGF. Dès lors que l'IGF estime que il y a d'argent de l'État, il y a peut-être, il y a une supposition que c'est pas bien géré. Il a le droit de venir voir, et surtout maintenant qu'il y a polémique. Vous savez, toute l'opinion est maintenant suspendue, qui est divers, comme vous demandez. Bien sûr. Est-ce le gouvernement? Mais ça vaut la peine qu'il y ait transparence. Alors, mais, monsieur le professeur, je voudrais qu'on revienne sur la question de la discipline dont on a toujours parlé avec vous, sur la discipline, sur l'intégrité du gouvernement. Est-ce qu'il est normal qu'un ministre membre du gouvernement prenne la parole en engageant tout un gouvernement, bypassant ainsi le porte-parole du gouvernement, sans l'accord du Premier ministre? Parce que moi, j'ai suivi le Premier ministre lui-même, il n'a pas dit avec les termes du ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances a parlé avec la bénédiction du Premier ministre? Comment ça doit se passer de façon claire? Est-ce qu'il faut la permission du Premier ministre? Est-ce qu'il faut forcément que le ministre porte-parole du gouvernement puisse parler? Ou dans certaines mesures, le ministre peut lui aussi parler quand son secteur est touché? Mais c'est son secteur, c'est lui le technicien de ce secteur. Les chiffres, c'est lui qui connaît. Le Premier ministre ne connaît pas les chiffres dans le détail. Le porte-parole du gouvernement, s'il parlerait, il n'allait pas donner les chiffres dans le détail. Le ministre, c'est lui qui a le service. Il a tous les chiffres. Et je crois que pour l'opinion, ça valait la peine que ce soit lui qui parle. Il nous donne les précisions. Il est allé, vous voyez, dans le détail. De deux, c'est lui qui a été indexé, entre guillemets. Et de son droit, c'est son droit. Parce Mais on n'a que- pas cité son nom. Non, on n'a n'a pas parlé fait du son nom, mais gouvernement. pas du gouvernement, c'est lui qui libère l'argent. Le gouvernement, c'est pas le Premier ministre qui signe les documents, c'est lui qui exécute. Je crois qu'après l'émission du président de la CENI, si je rencontrais le ministre des Finances, la première chose que je lui dis, mais pourquoi vous ne donnez pas l'argent pour les élections? Vous voyez, partout, Oui, on lui un dirait peu ça. comme tout le monde. C'est la question que lui peut exposer. Mm. Et donc, il était en droit de nous donner l'information. Comment je vois pas la polémique là-dedans Comment avez-vous jugé sa prestation du ministre? Oui, du ministre des Finances. Non, il a donné l'information. Je crois que ça valait la peine. Peut-être il s'est défendu. Il s'est défendu. Parce que c'était une communication qui répondait à une autre. Le président de la CENI a été assez réservé, mais il a dit les choses. Hein, un peu calme, tout en sachant que vous l'avez poussé. Vous, le journaliste, vous l'avez poussé contre le mur et il devrait dire quelque chose. Il a dit. Mais ce qu'il a dit,
a été mal interprété par le ministre des Finances qui s'est senti indexé. Et puis bon, lui, il est venu en réaction. Donc, il est venu en réaction. Mais est-il que le plus important, c'était l'information? Alors, figurez-vous que je prends au pire des cas. Parce que pour le rapporteur, il n'est pas question que le gouvernement décide de comment ils vont gérer l'argent. Ils veulent leur autonomie financière et même leur indépendance. Mais comment ça va se passer s'ils persistent dans cette logique? Puisque vous parlez de la communication, je crois que le rapporteur s'y est mal pris. Il y avait déjà un malaise. Le président de la CENI a parlé, les ministres des Finances a rétorqué, le rapporteur ne voulait... Quand je l'ai suivi, c'est comme si elle en a rajouté. Oui, mais à un moment donné, elle parce en a que... rajouté. Mais attendez, on va dans tous les sens. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que la CENI a besoin d'être en conflit avec le gouvernement? Mais est-ce que le gouvernement a besoin d'entrer en conflit avec la CENI? Pas du tout. Le gouvernement a fait que réagir. Mais est-ce que le rapporteur, sachant que c'est la CENI qui a commencé à communiquer, est-ce qu'il fallait qu'elle vienne encore en rajouter? Moi, je pense pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas jouer sur l'image aussi? Parce que, professeur, tout ça, c'est une question de la communauté internationale. Yes. Vous savez que la communauté internationale, les États-Unis et tout ça, ont sanctionné sévèrement les anciens dirigeants de la CENI. Alors, eux aussi, j'ai quoi avoir posé la question au président Kadima, qu'est-ce que vous faites pour ne pas être indexé par la communauté internationale, pour que sur vous ne pèse pas des soupçons de tout ça. Est-ce que la rapporteure n'a pas vu ça de loin pour dire non, il est temps d'arrêter ça avant parce que la communauté internationale et tous les autres peuvent se dire ah donc là il y a surfacturation, c'est le moment de les mettre un peu tout ça. Mais c'est pas dans le discours, c'est pas à la télé, c'est pas dans la polémique que vous allez vous crédibiliser. Ce qui peut crédibiliser, c'est la transparence de la gestion, c'est les audits. Hein? Quand les audits passent et qu'on nous dit, non, ça va, il n'y a rien de spécial. Nous sommes rassurés. Pourquoi les gens s'agitent quand on entend parler de Alingeti Passer, il est devenu alligator. Alligator. Mais selon vous, professeur, pourquoi les gens, pourquoi le gouvernement a pris du retard à financer le gouvernement? Je sais que c'est pas vous de répondre à la question, mais on peut quand même réfléchir sur la question. Non, mais je pense pas qu'on peut parler du retard. D'abord, l'année dernière, ils nous ont dit qu'ils avaient réservé combien c'était 100 millions. 100 millions de dollars. La CENI vient d'être mise en place il n'y a pas longtemps. Et ils ont commencé, parce que la CENI n'était plus financée pendant plusieurs années. Hein, dans ces années-là, il y a eu cumul. Ils ont commencé par le commencement. Le commencement, c'est d'abord régler les arrêts des salaires. Appuyer les arrêts des salaires. C'est un processus. Et puis, installer les membres du bureau. Voilà, donc tous les membres de la CENI, c'est beaucoup d'argent. On a payé plus de 3 millions de dollars, rien que pour les véhicules. On ne compte pas. Et là où c'est pas sincère, ce discours de la CENI qui dit toujours, mais regardez notre bâtiment, comment c'est délabré. Je me dis, c'est pas laissé exprès pour dire qu'on est des parents pauvres. Oui, hein? Est-ce que vous avez déjà été à la CENI, cher professeur? Oui, mais c'est ça que je dis, c'est un processus. Oui, moi j'étais là, j'ai vu, les frais de fonctionnement. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilette, c'est extrêmement compliqué. C'est à la limite, les termes qu'il faut, c'est, quand vous dites ça en français, c'est bon, ça va venir. Mais c'est grave. Oui, mais je dis, la CENI a été oubliée parce que pour nous, c'était pas une priorité. Elle a été oubliée avec tout ce qui va avec. Déjà que les salaires n'étaient pas payés à Fossori, le fonctionnement. Oui. Et là, ils ont commencé par là. Et le président de la CENI et le ministre des Finances, tous sont d'accord qu'il y a des montants pour le fonctionnement qui a été libéré. Oui, qui a été libéré. Pour le traitement du personnel qui a été libéré. Mais il faut commencer par là. Vous commencez par les opérations. Est-ce que vous pensez que ça va retarder payer les gens? Est-ce que vous pensez que ça va retarder les élections? Ça pourrait retarder les élections. D'abord, les élections, c'est une volonté politique. Et c'est là où je me suis posé beaucoup de questions. Kadima, toute la polémique qu'il y a eu autour de Kadima, c'est qu'on l'a indexé comme proche de Tshisekedi. Celui qui parle comme ministre des Finances, il est proche de Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que les choses ne se passent pas bien? Voilà. C'est le plus grand perdant dans tout ça, c'est Tshisekedi qui n'aura pas tenu parole, à moins que ce soit une stratégie pour le glissement. Mais voilà. Au fond de vous, selon votre jugement, pensez-vous que tout est préparé pour glisser? Vous savez, il n'y a rien de définitif. En politique, les stratégies sont rectifiées au fur et à mesure qu'on avance. Si Tshisekedi sait qu'il peut gagner les élections, ça c'est mon point de vue, en 2023, il va accélérer les élections. S'il est convaincu qu'il va gagner. Mais s'il n'est pas convaincu, ça va être compliqué. Il n'a pas intérêt à organiser les élections. Personne ne peut organiser des élections où il est garanti qu'il va perdre. Je crois que tout dépend de la dynamique sur le terrain. S'il estime que
s'il pense que maintenant, si on y va, je vais gagner les élections, il va tout faire pour avoir de l'argent pour ces élections et gagner 5 ans. Et c'est l'erreur que les kabylistes avaient commise à l'époque. À l'époque, moi je leur disais, les élections étaient prévues en 2016, c'est ça. 2016. À la veille des élections, 2014-2015, Tshisekedi était malade. Bemba était en prison. Katumbi était en disgrâce, en exil. Fayoulou, on ne les connaissait pas. Donc, il n'y avait aucun opposant sérieux en face. Mais il y avait l'UDPS. L'UDPS, c'est qui? C'était Etienne Tshisekedi qui était malade. Mais qui pouvait déléguer? Non, à l'époque. À l'époque, non. À l'époque, il ne pouvait pas déléguer. C'était pas possible, voilà. de toute façon. Donc, il n'y avait personne en face. 2015. Ah, mais les gens disaient qu'on pouvait voter même pour une souris. Mais voilà. À combien de fortes raisons pour quelqu'un malade? On pouvait voter pour un malade. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque, le PPRD disait c'est Kabila ou rien. Si le PPRD avait organisé les élections en 2016 avec n'importe quel candidat, ça passerait. Moi, je leur ai dit ça, mais vous pouvez me placer n'importe qui, Matata ou je ne sais pas qui, mais qui va être en face de l'opposition? Il n'y a personne. Mais au lieu d'organiser les élections dans le temps, ils ne giraient que par Kabila. Et on est allé vers le glissement. Et le glissement a permis que Bemba sorte de la prison, que Katumbi revienne au pays, et voilà, que finalement, Tshisekedi père est parti, un autre Tshisekedi qui revient, et ça devient compliqué. Aujourd'hui, au stade actuel des choses, pensez-vous que Félix Tshisekedi a plus de chances de gagner les élections en 2023? C'est compliqué, c'est un peu compliqué maintenant. Par rapport à son bilan. J'ai suivi une émission, on a posé la question à un journaliste qui est quand même un peu proche de l'UDPS. On a posé la question de donner 5 réalisations pour lesquelles les Congolais peuvent encore, à cause de lesquelles on peut encore faire confiance à Tshisekedi. Il s'est arrêté, je crois, un demi ou deux. Il était embarrassé, il a changé de question. Oui, donc c'est difficile. Quand il n'y a pas du concret, c'est très difficile. J'ai envie de vous poser la question, parce que ça fait longtemps qu'on a passé cette émission avec vous, et j'aime votre franc-parler. Qu'est-ce qui a fait que Fachi n'ait pas 5 points, selon vous, pour lesquels les gens pourraient voter pour lui en 2023? L'impréparation de l'UDPS au pouvoir. L'UDPS s'est focalisé beaucoup dans l'opposition et ne s'est pas préparé à la gestion du pouvoir. Donc, trop de contestations. Ouais. Vous savez, l'opposition, c'est facile. Hein? C'est facile de faire l'opposition. Donc, je suis là à critiquer votre habit. Bon, ce costume-là, c'est bien, mais ça aurait été 4 boutons, c'est tout, ça aurait été 2 boutons, voilà. Mais moi, je ne me prépare pas à être dans les costumes, voyez-vous. Donc, l'UDPS s'est beaucoup investi à combattre, mais ne s'est pas préparé à la gestion du pouvoir. C'est bien qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui déplore l'entourage du président de la République. Il n'y a pas des gens de grande fracture, même le parti n'est pas bien géré. Le profil des dirigeants du parti, ça laisse à désirer. Voilà, donc c'est... Comment, selon vous, la question de Kabound a été traitée? Pensez-vous qu'elle a été bien traitée? Elle a été bien traitée, la question de Kabound et les autres? Non, mais Kabound a C'est la suite naturelle des choses? Kabound a commis une erreur, il est allé trop vite, il a franchi le Rubicon, c'était irrécupérable. Vous ne pouvez pas démissionner sans avoir eu à discuter avec celui qui a placé en vous toute sa confiance. Le président de la République ne peut pas apprendre des médias que vous avez démissionné. Vous pensez que c'est une trahison? Non, moi je ne parle pas en termes de trahison, je parle en termes d'erreur. Okay, mais est-ce que... vraiment une grosse erreur politique. Une grosse erreur. Ouais. Est-ce que vous quand pensez il a fait ça, moi je lui faisais confiance. Moi je me disais, waouh, là, Kabound doit avoir eu des contacts sérieux. Kabound doit être dans un projet, dans un grand projet. Il est revenu pour dire, ceux qui ont fait ça vont déjanter. Il a dit que oui. leur joie sera courte. Là, vraiment, je lui ai pris au sérieux. J'ai dit, mais ça, il y a quelque chose qui va arriver. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'était qu'une crise de colère. Voilà. Mais est-ce que vous qui avez fréquenté les politiciens, j'aimerais bien savoir, je suis en train de lire un livre sur qu'est-ce qui, je crois, le pouvoir rend-il fou? C'est le terme, c'est le titre du livre. Ouais. Le pouvoir rend-il fou? Et là, il s'appelle, je crois, Eduise. Il essaye d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des dirigeants. Je voudrais vous poser la question parce que vous avez vécu longtemps avec ces gens, vous connaissez comment ils fonctionnent. Cher professeur, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un politicien, principalement congolais? Qu'est-ce qui se passe réellement dans sa tête? Quelles sont les priorités dans sa tête? Vous savez, moi je n'ai pas assumé de hautes fonctions en politique. Mais vous les avez rencontrés pratiquement tous. J'ai fréquenté beaucoup d'hommes politiques, j'ai discuté avec beaucoup. Mais je me dis qu'on peut être un grand homme politique, mais on est ce qu'on est. C'est un processus d'éducation depuis l'enfance jusqu'à on arrive là.
Alors, C'est quoi un grand homme politique? C'est l'accumulation de postes, c'est le charisme, c'est la qualité des connaissances que l'on a par rapport à ce qu'on fait. C'est quoi être un grand homme politique, comme j'aime bien, comme j'entends bien les gens parler? un grand homme politique, c'est le service qu'on a, qu'on rend aux autres. Donc on peut être président, mais Ouais. pas un grand homme politique. Non, pas du tout. On peut être maire C'est de la le service, ville, mais un grand homme c'est politique. l'impact qu'on a sur le public, Très bien. sur la population. C'est la population qui vous dit de vous que vous êtes un grand homme, c'est pas vous qui vous proclamez. D'accord. C'est nous qui disons, ça c'est un grand homme politique. Par rapport à l'impact que À vous avez. l'impact que vous avez sur nous, c'est ça. C'est ainsi que, moi je dis toujours, Étienne Tshisekedi n'a pas été président de la République, mais jusque-là, Félix ne vaut pas Tshisekedi. Ben, il ne le vaut pas, parce que l'impact que Étienne a sur nous, c'est indélébile. Bon, Ça l'impact nous de appartient. Tshisekedi, c'était aussi un impact de quelqu'un qui n'avait pas géré, hein. Oui, Qui mais n'a pas tout de j'ai suite géré. J'ai pas d'impact. Oui, mais J'ai pas le Félix, d'impact. c'est quelqu'un qui gère au quotidien. Oui, mais c'est pas ça. la même chose. Hein. On peut gérer avoir un bon impact, Oui, positivement. mais parce que comparer quelqu'un qui n'a pas géré, quelqu'un qui a géré, c'est. J'ai pas c'est- d'impact. Oui. L'impact, c'est pas Mais gérer ou l'impact ne qu'on pas peut gérer. avoir sur vous, Ouais. c'est dans les idées. Quelqu'un peut vous dire, mais il n'a pas géré pour matérialiser ces idées-là. Non, Oui. mais j'ai pas d'impact. L'impact, ça peut être. C'est pas question de gérer ou de ne pas gérer. Cher professeur, je vous donne un exemple. Vous dites l'impact. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'opposition, il peut vous dire des fois, il peut vous faire rêver. Il peut dire que Mais ça, c'est pas on peut bien. être dans Ça le peut être un pouvoir. impact. On peut être Oui. dans le pouvoir et bien gérer, avoir un impact. positif Exact, sur nous. exact. Mandela a eu de l'impact pendant qu'il était en prison. Et de Il a eu de l'impact l'impact aussi. après la prison. Exact, Enfin, exact. aux affaires. Bon C'est de ça exemple. que je parle. Très bien. Donc, je crois que. Donc pour vous, Kabound a fait une erreur. Non, Rêver. c'était une crise d'immaturité, de jeunesse. Je crois qu'il était seul dans sa chambre. Vous savez qu'à ce niveau-là. Il était seul, sachant. Ouais, il n'a pas consulté ses amis, il n'a pas consulté. Exact. Je crois qu'il n'a même pas consulté sa femme pour son avocat. On lui aurait interdit, en tout cas. Voilà. À ce niveau-là, il faut s'entourer des gens. Et c'est ça l'erreur de beaucoup d'hommes politiques congolais. Le destin fait que vous pouvez y arriver, mais quand vous êtes arrivé, entourez-vous de gens sensés. Il y en a que vous pouvez payer, qui font le travail pour vous, vous les consultez avant de prendre de grandes décisions. Parce que là, c'est une grande décision. Ouais. Démissionner, non. C'est une grande décision. Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre, vous touter comme ça, sans avoir appelé votre avocat, sans avoir appelé vos amis ou des gens qui pèsent. Exact. Et c'est ça la force de Kabila Joseph. Kabila, conscient du fait qu'il avait des lacunes, conscient du fait qu'on savait qu'il n'a pas fait de hautes études, il s'est fait entourer des gens, même de loin. Il a acheté des services des agences International. internationales, en tout cas. Hein. puissantes, qui ont fait le Exact. travail pour lui. Les Congolais, même ceux qu'on ne soupçonnait pas, qui étaient de loin, de hauts cadres des Congolais, de loin, qui n'avaient rien à voir avec le PPRD, travaillaient pour Kabila. Hein? Des grandes têtes comme les Sessanga, comme le Vundoa, ouais, tous travaillaient pour Kabila. Bon, c'est ça la père, vous dites. C'est Sanga fils. Ah, ok. Oui, c'est des grandes têtes pensantes. Kabila ne faisait que ça, appeler ces gens-là à avoir leur avis. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous ne pouvez pas assumer de hautes fonctions et prendre une décision sans consulter les gens. C'est pas possible. Et quelle est la suite, professeur, Par rapport à qui? par rapport à Kabound? Ça sera comment ça va se passer au mois de mars? Il sera déchu, Bien sûr, mais c'est s'il la est question. déchu. Kabound, sa force n'était que la base. Vous avez vu la polémique après ça. Il y avait que les jeunes qui le soutenaient, mais les jeunes n'ont rien à voir avec. Et puis encore, ces les jeunes gens- sont revenus encore pour Ouais, dire qu'on ne bien veut sûr, plus, quoi. bien sûr, Mais, voilà, mais donc, professeur, est-ce que vous ne voyez pas que vous, qui êtes historien du présent, ne voyez-vous pas que Kabound sera finalement la première personne à avoir occupé 2 fois la même fonction et avoir été éjecté 2 fois de la même fonction pendant une même législature? Est-ce que ça ne sera pas la première fois de l'histoire? J'ai tuté. Ah, vous avez tuté? J'ai dit, Ah, d'accord. en 3 ans, Oui, Kabound quitte le poste de vice-président par 2 fois. oui. La première fois à cause d'un mot de plus, la deuxième fois à cause d'un geste de plus. Ah, mais j'aurais bien dit tweet de plus, hein? Ah oui, un mot de trop. Un mot de trop. Ils vont nager. Il a Non, dit. non, vous avez oublié. C'était les conflits avec Mamba. Ah, d'accord. Encore vous, les journalistes, encore vous, devant Lusako, je crois, à Top Congo, où il a contesté Mabunda. Vous vous rappelez? Très bien. Hein, sur l'histoire d'une session extraordinaire. Il a dit il faut éviter la session extraordinaire parce que ça coûte 7 7 millions de dollars. Ouais. Alors Mamba a dit non, mais venez nous dire comment c'est 7 millions de dollars. Les conflits partent là-bas. Finalement, jusqu'à ce qu'ils soient défenestrés. La deuxième fois, un geste de plus, c'est l'histoire de l'avenue de Poiloup. De poids lourd. Voilà. Alors, mais bon, on va pas revenir sur la question, mais donc la session. Mais est-ce que vous pensez que Kabound et Tshisekedi, c'est fini, complètement fini, oubliez la page de tournée? Même si vous allez racoler, mais il y a une crise de confiance. Kabound est arrivé au sommet
pour le parti. S'il rentre au parti, il va jouer encore quel rôle? Il aura encore la confiance du Tshisekedi, il va jouer encore il va occuper encore quelle fonction de l'État? C'est difficile. Il faut qu'il se reconvertisse. Alors, prenons un deuxième sujet pour avancer. C'est les dossiers état du siège. On a longuement parlé avec vous, professeur Mvoto, longuement sur la question de l'état du siège. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les populations continuent à mourir. L'insécurité se porte bien. L'armée fait ce qu'elle peut. Les alliances avec les autres pays, applaudies par les uns, huées par les autres. Quelle est votre position? Vous savez combien j'ai soutenu l'état de siège? Bien sûr, moi aussi. Je me suis même habillé en état de siège à l'époque. Mais c'est regrettable que jusque-là, il n'y a pas encore de résultat. Mais pourquoi? Je crois que c'est une situation très complexe, multiforme, et qu'il faut attaquer par tout le moyen. Le problème n'est pas seulement militaire. Nous disons que la sécurité, la défense n'est pas qu'une question de l'armée. C'est au-delà de l'armée. Et donc, autant qu'on a l'état de siège, il y a la dimension communautaire sur laquelle il faut travailler. Il y a aussi la dimension diplomatique. Et c'est là où vraiment je regrette que le président de la République a eu beaucoup d'opportunités en tant que président de l'Union africaine. Il a rencontré tous les grands du monde et je crois que c'était l'occasion quand même de parler du Congo. Parce que, vous savez, les grandes décisions se prennent autour des tables. Lorsqu'on a rencontré Merkel, lorsqu'on a rencontré Macron, lorsqu'on a rencontré Biden, c'est à ce niveau-là qu'il fallait en profiter pour vraiment poser les problèmes du Congo pour demander qu'on nous aide. Et sur le plan diplomatique, parce que tout le problème, c'est quoi? C'est la richesse du Congo. C'est la richesse du Congo et voir avec ces gens, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez les cantons? Vous voulez l'État? Comment on peut redéfinir la collaboration? On est devenu piller, prendre ça par la force, favoriser les voisins pour qu'ils viennent nous piller. Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne. Est-ce que si c'était facile que ça, pensez-vous vraiment qu'on n'aurait pas fait ça? Oui, mais c'est ça la diplomatie. La diplomatie, ça n'a jamais été facile. Mais personne n'accepte qu'il prend les manganèses chez vous. Personne n'accepte qu'il prend les thym chez vous. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, cher professeur? Oui, mais c'est ça justement la diplomatie. Lorsque vous dites, moi je sais que vous prenez, que vous dites que vous ne prenez pas, je viens tout en souriant, vous dites, mais je sais qu'il y a ça. Mais, non, mais je ne suis pas là-bas, je ne veux pas vous pousser tout ça. Je veux seulement qu'on collabore. Je veux seulement qu'on puisse coopérer pour qu'on soit gagnant-gagnant. Et ça, est-ce que ces personnes-là sont identifiables? Est-ce qu'on peut le connaître? Est-ce que c'est des grands réseaux? Est-ce que c'est des grandes boîtes de transformation, des usines? Est-ce que c'est des corps comme Bill Gates, Carlos Slim, Tesla? Est-ce que c'est des gros groupes comme ça? Ouais. Mais c'est connu, il y a des rapports sur ça. Exact. Il y a des ramifications entre. Mais déjà à l'époque d'Obama, Obama avait pris des mesures, vous vous rappelez, sur les diamants du sang, avant que le minerai soit vendu, il faut qu'il soit retracé, tout ça. Mais les firmes qui sont là-dedans sont connues. Mais c'est un travail à faire. Autant il faut faire le travail au niveau des États, mais aussi au niveau de ces firmes. Pourquoi vous voulez aller installer une usine de transformation de l'or ou de quoi au Rwanda? Parce que nous, on a du courant, on a de l'espace. Pourquoi vous ne venez pas avec nous? C'est ça le travail qu'il faut faire. Ah, d'accord. Mais, donc, mais professeur, est-ce que nous pouvons gagner la guerre, vous avez si bien dit, est-ce que nous pouvons gagner la guerre en dehors de front, sans tirer des coups de balle, sans tuer nos policiers, nos militaires? Est-ce que nous pouvons utiliser d'autres canaux de diplomatie, comme vous dites, en utilisant par exemple des gens comme Dr Mukwege, des gens comme Mutombo Dikembe, des gens comme nos musiciens, tout le reste. Ouais. J'ai vu hier, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, Makambu, non, c'est notre joueur, bon, j'oublie les noms, ça va venir. Après avoir marqué un but, il a fait un signe quand même, un signe qui montrait. Il a fermé sa bouche, il s'est muselé, et puis une arme, enfin un peu comme pour dire, silence au Congo, on tue. Ouais. Est-ce que c'est pas à travers des messages comme ça que l'on peut gagner, faire avancer certaines choses? C'est ce qu'on a reproché à... On dit que c'est Makabu, ouais. Makabu, oui. C'est ce qu'on a reproché à la polémique autour du passeport diplomatique. Exact. Comment il s'appelle encore? De Djanana. Le deux Djanana, c'est-à-dire Gims et... C'est ce qu'on lui a reproché. On a dit qu'il a eu de grandes opportunités,
il a une voix qu'il peut porter, mais il ne parle jamais de ce qui se passe au Congo. Oui. Et donc, ces noms que vous citez là, ce sont nos ambassadeurs, naturellement, et c'est au gouvernement d'accompagner ces gens. Parce que ces gens-là ne peuvent pas aller en solitaire. Non, pas du tout. Les gens qui font ça, il les fait par amour pour sa patrie et tout ça. Mais il faut les mettre dans des conditions, comme on a maintenant un passeport diplomatique, un discours. Un discours, On construit un discours, un élément de langage, et pourquoi pas un financement? Parce qu'il doit prendre des avions, il doit retourner dans des hôtels et tout ça. Et compte tenu de ce cahier d'adresse, que ce travail soit fait. On a vu Fally Poupa, lors de son concert, il a demandé que les gens se lèvent. Voilà. Et des gens qui n'étaient pas congolais, il y avait des Maliens et tout. Voilà. Non, levez-vous parce que chez moi on tue. Voilà. Est-ce que ces messages, on a vu Dr Mukwege attaquer, je veux dire, la communauté internationale à Genève, si je ne me trompe pas, dans une salle en train de dire que on tue chez nous et vous êtes là, vous ne dites absolument rien. Est-ce qu'on peut évoluer avec ça? Et donc, il y a des actions qui peuvent être menées en public, il y a des actions qui doivent être menées en coulisses. Et ça manque. Ça, c'est ça qui manque. Des actions qui doivent être menées en coulisses où on rencontre des décideurs, des gens qui financent, des gens qui ont l'argent, des gens qui font des projets. Et les approcher. Et moi, je vous ai déjà dit ici, à chaque fois qu'il y a élection présidentielle aux États-Unis, il faut que le Congo se batte pour inscrire la question du secteur Congo dans la campagne présidentielle américaine. Est-ce que ça compte? Beaucoup. Est-ce que les Américains ont besoin de savoir mais c'est à nous de faire le travail. Oui. Parce que lorsqu'il y a élection présidentielle, soit en France ou aux États-Unis, toutes les thématiques sont sensibles. La question des gays, la question de la politique étrangère, la question de l'armée, la question de ceci, de cela, la question de la santé. Mais nous avons, et c'est là où la diaspora peut jouer un grand rôle, nous avons des Congolais qui sont américains, des Congolais qui sont ils sont partout, hein, très introduits d'ailleurs. Très introduits. Donc on peut le regrouper, réfléchir, comment faire pour que les médias, il suffit seulement que vous montez un journaliste qui pose la question au candidat président. Vous êtes président des États-Unis aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'il y a la guerre au Congo. On accuse les États-Unis. Quelle est votre politique? Comment vous allez faire? Et vous arrachez de sa bouche une phrase. Et qui va le rattraper demain? Il dit, par exemple, s'il dit par hasard, moi, président de la République, cette affaire du Congo, ça va se terminer. Et s'il est président, une année après, ça le rattrape. Ouais. Et ça, c'est important. C'est eux qui décident. Donc, il faut une intelligence diplomatique. Il faut monter vraiment une équipe qui réfléchit et qui propose ce plan diplomatique. Est-ce que vous pensez que l'actuelle administration comprend la grandeur et les enjeux de la question? Bon, je crois qu'on a eu beaucoup d'opportunités. Le président Tshisekedi, le président de l'Union africaine, ça c'était une grande opportunité. Avec cette carte de visite, il pouvait téléphoner à tout le monde. Il pouvait rencontrer tout le monde, il l'a fait. Mais je crois que on n'en a pas beaucoup bénéficié. Hein, c'est vrai qu'au-delà des intérêts africains, le coronavirus, le réchauffement climatique, mais nous, on a notre problème sérieux pour lequel on devrait plaider. Est-ce que le problème, c'est pas aussi un peu le détachement de ceux-là que nous croyons être des porte-voix scientifiques, pas artistiques? C'est pas leur détachement. On a vu Dr Mukwege très timide sur la question d'appui à la RDC. Il est fait, mais individuellement, c'est quand lui il veut le faire qu'il le fait. Il ne nous a pas fait bénéficier de toutes ces rencontres, de tous ces contacts, alors que le président de la République était très ouvert à Dr Mukwege. Plus de 4 fois, il a cité dans ses discours. Plus de 2 fois, je crois qu'il a rencontré, ou une fois, il a rencontré. Plus d'une fois, on l'a tendu la main, mais on dirait que le Dr Mukwege en voulait un peu plus que ça. L'appui dans quel domaine? Je sais pas moi, dans le domaine de la rébellion là-bas, disons de guerre là-bas, il est du coin, il pouvait influencer. Non, mais c'est tout ce qu'il a toujours fait. Oui, mais il le fait pour son compte personnel. Non. C'est pas institutionnel. Non. Dites-nous. Non. Quand Mukwege dit devant le président français et sa femme, devant de hautes personnes, il dit mesdames, vous avez de l'or, vous avez du diamant sur vos bijoux, vous avez des téléphones, il sort son téléphone, j'ai même un smartphone. Dans ce smartphone est rendu possible grâce aux minéraux du Congo.
Mais vous ne vous demandez où ça vient, c'est du sang des Congolais. Oui. Et ça, c'est pour son compte personnel? Non, mais ça, c'est comme vous allez dire. Mais est-ce que ça prend en compte le gouvernement tout entier? Pourquoi le docteur Mukwege ne s'inscrit pas dans la logique formelle d'aider le gouvernement, d'aider l'administration? Non, le gouvernement, on ne l'aide pas, c'est le gouvernement qui vous invite. Mais on l'a fait plusieurs fois. Le chef de l'État a rencontré le docteur Mukwege. Il a cité le nom du docteur Mukwege plus de 2 ou 3 ou 4 fois. C'est pourquoi je dis, est-ce que le docteur Mukwege n'a pas besoin de plus que ça? Si le gouvernement a besoin que Christian Bossémé puisse m'aider pour ma communication, c'est pas citer le nom de Mukwege dans un discours. Mais en m'appelant quand même. Oui, le fait déjà de l'appeler, docteur. C'est dans des séances de travail. Oui. Où vous pouvez nous faire un travail, vous pouvez nous faire un projet. Réfléchissez un peu, produisez nos projets. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que le problème n'a pas été celui d'approcher personnellement le docteur Mukwege qui a dérangé peut-être? Est-ce qu'on ne l'a pas approché directement? Parce que pour les Congolais, on sait qu'on a vu le président avec le docteur Mukwege. On s'est dit peut-être que c'était ça les débuts. Est-ce que peut-être qu'ils ont eu de promesses fermes, peut-être qu'ils se sont dit des choses, encore qu'ils ont eu un passé dans l'opposition. C'est tout ça dans la tête. Encore faudrait dire la vérité historique, c'est que c'est Mukwege qui est allé vers le président. Quand ils se sont rencontrés aux États-Unis. C'était pas l'inverse. Non, l'histoire c'est quoi? C'est que Mukwege aux États-Unis pour le projet de fonds mondial pour la survivance. On voudrait mettre en place un fonds pour aider toutes les femmes du monde qui sont victimes de violences sexuelles. Et il y a eu des manifestations, la France, les États-Unis, qui se sont manifestées pour mettre de l'argent là-dedans. Mais quand vous regardez ces femmes à travers le monde, le gros, c'est des Congolaises. Et Mukwege a dit, mais c'est pas normal que les autres mettent l'argent là-dedans, alors que ce sont les Congolaises qui seront plus aidées. Il a intéressé le président, ils se sont rencontrés et ont discuté de ça. Ah donc ils n'ont pas discuté sur comment régler la question des guerres, tout ça. Mais professeur, je voudrais qu'on avance pour terminer cette émission. Il y a aujourd'hui une tendance en Amérique où les grands artistes ou les grands peintres, bref, tous ces gens-là sont en train de faire des recherches d'ADN pour découvrir leur nationalité. Il y en a parmi eux, je ne suis pas vraiment sûr, mais Tyson aurait dit, je prends ça dans le conditionnel, qu'il était congolais. Tyson, on connaît son cahier des charges, on connaît son agenda, on connaît sa force, on connaît son histoire. Mais pourquoi les gouvernements ne font pas des gros efforts pour aller même rencontrer ces leaders-là? Ils sont millionnaires, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont tout simplement besoin qu'on leur donne des terres pour venir ici, parce qu'ils disent qu'ils veulent rentrer chez eux. Mais pourquoi le gouvernement n'ouvre pas ce jeu? Il y a Claude Makelele qui continue à trimer à l'extérieur, alors que c'est des gens qui pouvaient en principe vous aider à faire autre chose. Ce sont ces gens-là, c'est pourquoi il faut créer une cellule où on identifie ces gens-là, on va vers eux. C'est pas attendre qu'ils viennent vers nous. Oui. C'est le gouvernement qui doit aller vers eux pour dire, vous pouvez nous aider à faire ça compte tenu de quelques types de liens que vous avez avec le Congo. Exact. Il y a même des philanthropes, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qui ont un sentiment philanthropique, qui voient les gens mourir et tout ça. Mais ce travail n'est pas fait. Vous avez entendu... Tout est politique, malheureusement. Vous avez entendu Beyoncé, par exemple, jeter des fleurs à Luambo, utiliser même la chanson de Luambo. Voilà. Mais bizarrement, le ministère des Cultures de notre pays n'a fait rien du tout. Et le gouvernement n'a fait absolument rien du tout. Pourtant, c'était peut-être une brèche, un peu comme vous dites là, une brèche d'approcher les gens comme Beyoncé pour dire que vous voyez, la personne que vous dites là, dont vous parlez, sa musique vient du Congo et au Congo, les gens meurent. Voilà. Les femmes sont en train de souffrir, et ainsi de suite. Ces femmes-là prennent des causes comme ça. Vous voyez Beyoncé prononcer la Côte du Congo alors d'un concert où il y a des officiels, tout ça. Mais vous savez, l'Américain lambda ne connaît pas le Congo. Non, pas du tout. Hein. Il croit que c'est l'Afrique, c'est un pays. Mais quand c'est porté par des hautes personnalités de ces rangs-là, culturelles ou politiques, ou je ne sais dans quel monde, sportif, on dit, mais le Congo, c'est où? Et nous avons un discours. L'image de Congolaise qui meurt, ça choque. Et il suffit de brandir ça devant le monde pour que les gens soient choqués et qu'il y ait un impact et que les gens disent, mais pourquoi ça? Alors que nous avons des images, cher professeur. Je me rappelle qu'il y a une image où une dame, on a introduit, je sais pas moi, un arbre dans son appareil. Je pense que cette photo dans un congrès américain ou dans un concert de n'importe quel musicien américain, mais c'est fini pour faire le tour du monde. C'est ça. Et pour attirer finalement l'attention des gens pour dire que voilà ce qu'on fait au Congo. Et je pense que ça peut régler la question. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? Nous ne communiquons pas assez. Nous nous plaignons beaucoup. Nous ne montrons pas des stratégies de communication comme nos voisins du Rwanda, qui, tout le monde sait que c'est vrai, malheureusement, il y a un génocide, mais ils en font un fonds de commerce. Bien sûr. Et ça porte. Et ça réussit. Et ça réussit. Ça réussit. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Parce que nous, on a un discours, on a des preuves, tout ça, mais on n'est pas très organisé en matière de communication. Alors, on va terminer cette émission. Professeur, vous pensez qu'aujourd'hui, le temps qui nous reste,
est-ce qu'il est possible de relever la pente? Est-ce qu'il est possible d'opérer, je ne sais pas moi, un miracle pour que la situation des Congolais change avant 2023? Est-ce possible? C'est possible. En faisant quoi exactement? C'est Donnez-nous possible. 2-3 axes. C'est possible, nous avons le potentiel. Le problème du Congo, c'est l'homme. C'est l'homme. Pour que le Congo puisse rebondir, il faut se sacrifier. Il faut que les gens qui nous dirigent se sacrifient, à commencer par le président de la République. C'est possible. C'est un choix entre se la couler douce et se sacrifier pour que le Congo se relève. Il suffit aujourd'hui que les dirigeants prennent l'option de se priver, de se sacrifier. La population va remarquer ça. Et ça va ramener des moyens dans la caisse de l'État. Et on peut rebondir. Le problème, ce qui gêne, c'est que quand parfois on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on a l'impression qu'il y a de l'argent pour les uns, et pas pour les autres. Ben, et ça dérange. Mais je crois que c'est possible. Merci beaucoup, très cher professeur. C'était un grand honneur de faire le comeback, comme on dit. Merci d'être venu. Et je crois que on vous aura, comme on l'a toujours fait d'ailleurs chaque semaine, pour essayer un peu d'analyser l'actualité de la semaine et donner un point de vue. Là, je crois que quand vous allez revenir prochainement, vous allez voir qu'on va encore améliorer les conditions et ça sera une très bonne chose. C'est une fierté pour moi de me retrouver dans ce beau studio. Et félicitations pour le travail que vous faites. Merci, cher professeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Les commentaires, les questions, des messages, faites-le et nous allons les faire parvenir au professeur. Il voudra bien évidemment revenir pour discuter encore une fois. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par